On va passer maintenant à quelque chose d'important pour le congrès, puisque c'est la remise des prix des meilleures communications. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Jacques Cressel, qui est le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, la FCD, et qui va remettre les prix dans quelques minutes. Et je voudrais simplement vous dire quand même, vous rappeler ce que disait Karine ce matin. Il y a donc eu 42 communications qui ont été envoyées au comité scientifique du colloque Étienne Thiel. 28 ont été retenues. Et les 3 meilleures communications ont été, comme ce matin pour les thèses, ont été évaluées en fonction d'un certain nombre de points. Et les 3 meilleurs ont tout simplement été retenus en fonction du nombre de points qui ont été obtenus à partir des évaluations des réviseurs. Tout a été noté, les aspects théoriques, les aspects méthodologiques, les résultats, bien sûr, qualité des résultats, et puis encore et surtout, je dirais, les implications managériales et stratégiques. Donc tout cela a été pris en compte par les évaluateurs. Ce qui est tout à fait intéressant de noter aussi, c'est que ces communications venaient de différents pays, pas seulement de France, mais aussi de Belgique, de Tunisie, du Québec, du Brésil et d'Israël. Donc je crois que c'est quelque chose d'intéressant de voir que le colloque s'ouvre sur le plan international. Alors, nous sommes un petit peu en retard déjà, donc on va passer à la présentation des travaux. Et nous aurons donc 3 présentations. Et la première, par Audrey Bonnemaison, Sandrine Cadena et Fanny Regnault, concerne les représentations déterminantes de la convivialité dans la vente directe à domicile. C'est intéressant parce qu'on ne parle pas beaucoup de la vente à domicile. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Donc, Audrey, Fanny et moi-même avons 5 minutes pour vous parler de convivialité. La convivialité, c'est un terme dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps. Ça devient une philosophie en entreprise. Mais pour autant, quand on s'intéresse à la convivialité, c'est d'abord un terme c'est un néologisme, hein, c'est un terme qui a été créé par un gastronome français, Brillat-Savarin, en 1825, mais qui véritablement va sortir du domaine de la table pour se diffuser dans les autres sphères sociales qu'après les années 70. Alors, en philosophie, pour désigner les libertés individuelles qui permettent de s'affranchir de l'outil industriel, de la domination de l'outil industriel. En informatique, pour qualifier souvent un logiciel qui est facile d'utilisation. En théorie des organisations, dans une perspective plutôt participative et réductrice des différences hiérarchiques, hein, le tutoiement par exemple. Et puis en marketing, il existe assez peu de recherches, mais Géraldine Michel a montré que la convivialité avait une capacité à stimuler la créativité chez les clients. Donc c'est la perspective de Brillat-Savarin, donc développée dans son ouvrage devenu célèbre Physiologie du goût, hein, publié en 1825, qui a inspiré cette recherche. Donc Brillat-Savarin décrit la convivialité comme un état d'esprit, comme une expérience associée à la gourmandise, au plaisir de la table. Donc il définit comme une sensation réfléchie qui naît des diverses circonstances, de faits, de lieux, de choses et de personnages qui accompagnent le repas. Et donc on s'est dit qu'à partir de là, on pouvait à la fois conceptualiser la convivialité comme une expérience, un état d'esprit, mais aussi un dispositif, un petit peu au sens de Foucault, comme un élément, comme un réseau d'éléments hétérogènes, d'objets, de discours, d'échanges entre les convives, de rituels et de protocoles. Voilà, donc comme l'a dit Sandrine, le concept se diffuse dans les entreprises, dans les enseignes, mais aussi dans différents champs de recherche, mais finalement il est peu étudié en recherche en marketing. Et donc du coup, notre objectif de recherche, il est double. C'est à la fois de mieux comprendre comment se construit ce dispositif, et puis de mieux appréhender les composantes de l'expérience de convivialité. Donc il est apparu que la vente directe à domicile, en réunion, est considérée tant par les acteurs du secteur que par les clients comme un canal de vente convivial. Et donc cette vente, ce format de vente nous est apparu comme un terrain privilégié d'exploration de la convivialité en marketing.
Et donc, pour ce faire, nous avons, pour explorer ce phénomène, nous sommes en train de développer une étude qualitative par entretien. Donc, à ce jour, nous avons interrogé des managers et des VDI, 10 managers et VDI, et nous avons conduit 12 entretiens avec des clients participants. Et donc, c'est les premiers résultats de cette recherche en cours que Fanny va vous présenter. Ok, alors déjà, l'expérience, comme l'a montré Bria Savarin, c'est avant tout le plaisir de l'être ensemble, le plaisir du partage, et notamment on a mis ici quelques exemples de verbatim, c'est des interactions, des échanges entre les personnes, c'est beaucoup de bienveillance, le mot de confiance ressort énormément, et c'est aussi une expérience authentique, où on est soi-même, et enfin une expérience très positive, plaisante, et le terme de festif ressort, et notamment le fait de partager autour d'une table. Alors ici, on a essayé de mettre en avant ce dispositif dont on a parlé tout à l'heure et le fait qu'il y a un cadrage assez important et des règles, des rituels qui sont mis en place par l'entreprise. Alors tout d'abord, ce qui est central, c'est le lieu, puisque la vente, la démonstration a lieu au domicile d'un individu. Donc on est sur un lieu privé, la maison, qui n'est pas un espace de vente au départ. On a aussi 3 acteurs qui jouent un rôle important. Le premier acteur, c'est le fameux VDI, le vendeur à domicile indépendant, qui est avant tout quelqu'un de passionné et quelqu'un qui va jouer un rôle de gentil organisateur, d'animateur de sa réunion, de sa démonstration. On a aussi évidemment les clients qui ont la particularité d'être des proches, puisque quand on assiste à une réunion, on connaît au moins une personne parmi les autres. Et puis enfin, on a ce fameux hôte qui est accueillant et hospitalier, puisque c'est lui qui offre l'hospitalité dans son domicile. On a aussi évidemment des actions qui sont mises en place, qui sont au cœur du dispositif. Tout d'abord, la participation, le fait de faire aux gens, de jouer, d'apprendre, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis on a aussi une préparation extrêmement orchestrée et ritualisée du vendeur à domicile indépendant, notamment avant-vente, puisqu'il va faire ce qu'on appelle une préparation hôtesse. Son objectif, c'est de préparer la réunion, de regarder quels sont les imprévus qui peuvent avoir lieu, en sachant plus sur les invités, en repérant les lieux par exemple. Et puis on a aussi un contrôle du discours pendant la vente, quelque chose de très scripté, où on va dire les choses au bon moment, savoir répondre, par exemple. Une autre information, il n'y en a plus que 2, c'est qu'on s'est rendu compte que le VDI il est très fortement impacté par la politique de l'entreprise, en particulier par la convivialité en interne au sein de l'entreprise. On va casser les codes de l'entreprise traditionnelle en limitant, en effaçant par exemple les niveaux hiérarchiques, le tutoiement par exemple, comme l'a dit Sandrine. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont ressortis à plutôt des entretiens clients, sont des modérateurs, donc notamment le type de produit. La convivialité n'est pas la même selon qu'on est sur un produit de cuisine ou sur des produits d'entretien, par exemple. Les co-clients qui vont jouer des rôles soit d'alliés ou de détracteurs de la relation de la démonstration. Et puis les lieux, la configuration de l'espace peut avoir un rôle important. Alors évidemment, tout ça nous amène à rebondir sur ce qu'on a vu dans les littératures de manière très synthétique. Ce qui ressort très précisément, c'est le fait que la convivialité, c'est pas forcément, et d'ailleurs pas le cas, c'est pas spontané, c'est quelque chose de très cadré, très ritualisé, très organisé. Et donc les contributions de notre travail, elles sont à plusieurs titres. Si je devais synthétiser tout ça, c'est déjà d'enrichir la compréhension du concept de convivialité qui est plutôt à la base utilisé dans un espace non marchand. Là, on va l'intégrer dans l'espace marchand et on va pouvoir l'orchestrer. Donc là, on a mis en évidence le rôle des hommes, des interactions, des espaces, des objets. Et nous, on s'intéresse à la manière dont on peut récupérer ce qui se passe en vente directe sur ce format de distribution très particulier dans les autres formats de distribution. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tenais à remercier le comité scientifique d'avoir retenu notre présentation parmi les 3 meilleurs. Donc voilà. T'avais pas de temps, les 5 minutes. Voilà, mais voilà, j'avais besoin de le dire quand même. Donc effectivement, pourquoi le showrooming pourquoi le showroomer est-il focalisé sur le prix? Une grille d'analyse par la théorie du niveau de représentation. Pourquoi cette thématique? Tout d'abord, on a ici des distributeurs qui sont présents, des distributeurs physiques, et c'est vrai que on a un consommateur qui pose un petit peu problème, c'est celui qui vient nous voir, qui va aller dans le magasin, poser des questions, tester notre produit, passer beaucoup de temps avec nous en tant que vendeur, et puis finalement va repartir avec le sourire, va vous dire je ne sais pas, je vais peut-être acheter ce produit un peu plus tard, et puis il va l'acheter sur Internet, sur Amazon. Voilà, en général, c'est un petit peu le process classique.
Donc ce comportement est né finalement de cette complexification, ou plutôt de la liberté qu'on a donnée au consommateur de choisir les canaux au cours de son parcours d'achat. Donc on a ce phénomène d'aller-retour entre Internet et magasin qui fait qu'on en arrive à avoir ce phénomène de showrooming. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur avec l'utilisation du smartphone, puisque maintenant on peut même imaginer que c'est un comportement qu'on fait au sein même du magasin physique, puisqu'on va prendre son téléphone et on va regarder les offres commerciales alors même qu'on est dans le magasin. Donc ce comportement a des conséquences négatives pour les enseignes. Donc notamment les premiers touchés, ce sont les vendeurs qui ont en face d'eux des personnes qui viennent les voir, et puis au final, ils n'ont pas le chiffre d'affaires réalisé, ils ne touchent pas leur commission, et pourtant ils ont fait la part du job. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement conseillé comme ils le devaient le client de la meilleure façon possible, mais voilà, il part. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les enseignes de la distribution physique, mais en plus particulier les enseignes de distribution spécialisées dans les produits d'équipement, donc électroménager, petit électroménager. Et puis les conséquences, c'est la fermeture de grands groupes ou la liquidation de groupes comme Toys R Us, donc aux États-Unis, je précise là, la fermeture de Surpouf en France. Donc les points de vente physiques deviennent donc des lieux de showroom, un outil finalement de recherche d'informations et de comparaison de produits plutôt finalement que d'un canal d'achat. Et donc il y a des chercheurs qui sont intéressés à cette thématique, notamment Gensler et al. En 2017 dans Journal of Interactive Marketing, et qui ont montré effectivement que le prix était l'élément, le facteur le plus expliquant le choix d'avoir un comportement showroom. Donc nous, on s'est dit, finalement, bon, c'est bien, on sait que c'est le prix, finalement rien de nouveau sur le soleil, on s'en doutait un petit peu, mais on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il est focalisé sur le prix ? Donc on s'est intéressé à des mécanismes psychologiques qui pourraient peut-être expliquer cette focalisation. Donc on est allé un cran en amont pour se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont focalisés sur le prix ? Donc comment est-ce qu'on a fait ? Quelle grille d'analyse on a souhaité utiliser ? Une grille d'analyse déjà de la théorie en psychologie, qui est la théorie du niveau de représentation. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette théorie ? Elle nous dit que le niveau en fait de représentation d'un individu a une incidence sur le processus de décision, le choix, les préférences des comportements des individus. En résumé, il y a des individus qui ont une façon de voir la situation de manière très locale, c'est-à-dire ils opèrent un traitement de l'information analytique, donc ils se focalisent sur des petits détails, notamment la faisabilité, donc le prix étant un élément de faisabilité comme un coût, et d'autres qui considèrent une situation de façon plus abstraite, donc ils voient une situation de façon globale, parce qu'ils opèrent un traitement de l'information de type holistique. Donc on a cette vision de deux personnes finalement qui ne sont pas focalisées sur les mêmes éléments quand ils sont dans une situation d'achat. Et donc on a émis l'hypothèse que le prix étant un élément de faisabilité, que les individus qui ont un niveau de représentation locale de la situation auront tendance à adopter un comportement de showrooming. Ceux ayant un niveau global d'analyse de la situation se focaliseront peut-être sur d'autres aspects, notamment des aspects de services associés, la relation avec le vendeur qui va venir peut-être influencer les choix, voire même la volonté de préserver le commerce physique. Donc comment est-ce qu'on a fait ? On a fait une étude expérimentale, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude expérimentale qu'on a procédée, parce que c'était quand même assez complexe, vous pouvez poser des questions après. En tout cas, les résultats sur 62 répondants montrent que lorsque la personne se représente une situation de façon locale, elle a effectivement tendance à adopter un comportement de showrooming. Et quand on analyse les verbatims, c'est bien le prix qui ressort comme étant un élément de faisabilité. A l'inverse, les individus qui ont un niveau de représentation globale de la situation se focalisent sur d'autres éléments, le SAV, donc se disent finalement, je vais dans ce magasin-là, mais si je me projette à plus long terme, il y a aussi la question du SAV qui rentre en jeu. Le vendeur a été sympathique à ce moment présent, je vais peut-être l'aider, et le maintien du commerce. Donc en termes d'implication managériale, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire qu'il y a un travail à faire au niveau du discours du vendeur pour que le vendeur insiste davantage sur des éléments globaux de la situation, c'est-à-dire qu'il fasse prendre conscience au consommateur qu'il n'y a pas que l'élément prix, effectivement certes le prix est, mais que les éléments de service associés, hier on a eu la chance d'assister à un retail tour dans lequel on a vu le comptoir boulanger, où on sentait bien qu'il y avait une volonté
de suivre le client avant, pendant la transaction et après. Et dans le après, on a effectivement le SAV par le biais de la mise en place du produit, voire de la formation, d'utilisation de ce produit. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. 5 minutes, c'est effectivement très court. Nous, on va vous parler effectivement de partage d'écran. Alors, est-ce que vous avez remarqué que depuis quelque temps, les écrans ont envahi vos domiciles, vos maisons, mais qu'ils envahissent également les magasins. Donc, dans les boutiques, on a effectivement de plus en plus d'écrans. C'est ce qu'on appelle la digitalisation, finalement, contraction du mot digital et du mot physique. De plus en plus d'écrans partout et en tout lieu. Et il y a notamment un écran qui revient, c'est un écran qui revient dans les mains du vendeur. Donc notre vendeur, effectivement, pour faire vivre une expérience à son client, va avoir dans ses mains un écran. Très bien, jusque-là tout va bien. Je pose la question, quel est l'intérêt de cet écran? Faut-il vraiment naviguer avec son client? Alors il s'avère qu'en début de thèse, avec Jonathan, il y avait des observations qui avaient été faites, puisqu'à Beaugrenelle d'Arty, ils avaient décidé d'équiper les vendeurs à Beaugrenelle d'Arty. Alors Jonathan a fait des observations, des visites mystères, pour essayer de faire sortir la tablette par le vendeur. C'est-à-dire qu'il se présentait comme client et il essayait de faire en sorte que ce vendeur équipé sorte sa tablette. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a jamais réussi à faire sortir une tablette de la part du vendeur. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré Olivier Godard, qui à l'époque était directeur e-commerce de chez Darty. Je lui ai dit, écoute, c'est bien, tu as équipé tes vendeurs de tablettes, mais je peux te dire une chose, ils ne les utilisent pas. Il dit, ok. Il est revenu quelques temps après, il m'a dit, j'ai dit aux vendeurs de systématiquement utiliser la tablette avec les clients. Alors là, j'ai dit, mais non. Alors, la question qui se pose, qu'on s'est posée, faut-il vraiment naviguer avec son client? Et en fait, Jonathan essaye de voir, est-ce que vous seriez d'accord pour naviguer avec quelqu'un, n'importe où, n'importe quand? Donc la question qui se pose, c'est si vous allez effectivement dans une boutique, avec qui accepteriez-vous de naviguer? Comment et pourquoi? Et donc c'est le sujet effectivement de ce travail qui s'intègre dans un travail doctoral, le travail de Jonathan. Et donc Jonathan a fait 20 entretiens non directifs, il se passionne complètement pour le sujet, donc naviguer avec lui, vous allez voir, il navigue très très bien. Donc il va nous donner plusieurs éléments de réponse. Alors Jonathan, première question, pourquoi des clients auraient-ils envie de naviguer avec un vendeur? Merci. Tout d'abord, peut-être, pour que ce soit plus clair, nous allons nous mettre en situation. Donc, imaginez-vous que vous êtes la vendeuse, vous êtes les vendeurs, et moi-même, je suis le client. Donc, en tant que client, j'ai 3 grandes motivations à accepter une demande de partage d'écran. La première, c'est une motivation de performance, tout d'abord. Partager un écran, aller avec vous sur l'écran, ou avec la vendeuse sur l'écran, me permet d'avoir une double source d'information. Aussi bien la source sur l'écran, et aussi l'avis du conseiller ou de la conseillère, votre avis. La deuxième motivation, c'est une motivation de contrôle, puisqu'aller sur l'écran me permet aussi de contrôler la véracité de vos dires. Et la troisième, bien sûr, une motivation sociale, puisque partager un écran va faciliter une discussion et un échange oral. Donc voilà, c'est les 3 grandes motivations, donc il n'y a pas qu'une motivation à partager un écran. J'avais une question, est-ce qu'il y a des gens avec qui on a plus envie de partager un écran que d'autres? Est-ce qu'il y a certains vendeurs avec qui on a envie de naviguer? Oui, tout à fait. En tant que client, quand je vais avoir un vendeur en face de moi, je vais inconsciemment évaluer ses compétences. Donc aussi bien dans 3 grands domaines, aussi bien les compétences sur le produit, des compétences plus techniques, que des compétences digitales, ainsi que des compétences relationnelles. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que ma motivation à aller sur l'écran avec ce vendeur va dépendre de la façon dont je le perçois, donc de ses compétences, donc de mon évaluation de ses compétences. Je vais vous donner 2 exemples assez rapidement. Par rapport à ma motivation de performance, si j'évalue que vous êtes les vendeurs, que vous êtes beaucoup plus compétents que moi sur le produit, donc, au contraire, je vais être non motivé à aller avec vous sur l'écran, car je fais confiance en vos compétences. De même, si j'évalue que ma compétence est beaucoup plus élevée que la vôtre, donc la vôtre est moindre, donc en plus je ne vais pas perdre d'autre temps à aller sur l'écran avec vous. Une évaluation de vos compétences de façon plus similaire à la mienne, donc,
va intensifier ma motivation, mais sociale, de partager un écran avec vous. Car nous préférons échanger avec des personnes qui nous sont semblables au niveau des compétences. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a des résultats intéressants pour les distributeurs au niveau de la stratégie de digitalisation de leurs points de vente physiques, aussi bien au niveau de la formation des vendeurs. Tout d'abord, permettre aux vendeurs de savoir avec qui, quand et comment partage un écran, parce qu'il n'y a pas qu'une manière et qu'une seule motivation. Deuxièmement, de savoir discerner autant les compétences des clients que leur motivation dominante, parce qu'il y a une motivation dominante à chaque moment sur les trois. Et troisièmement, le plus important, de savoir naviguer de façon appropriée avec le client, en prenant en compte aussi bien les compétences que les motivations. Donc comme vous voyez, partager un écran, aller sur l'écran avec une personne, il y a tout d'abord une question humaine, d'interaction, et seulement après cela, la question de l'outil. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous avez tous à peu près respecté le temps. Bien, alors maintenant nous allons passer à la phase certificate. J'ai le classement, pour l'instant évidemment confidentiel, ça ne va pas durer. Et je vais procéder comme mon ami Olivier. On va commencer par le tir de bronze, si vous voulez bien venir, M. Cressel, avec moi. Ah, alors, ils sont là. Pas se tromper. Alors, le tir de bronze est accordé à Jonathan Sylvain Roten et Régine Van Ems. A priori, il vaut mieux faire de la vente directe à domicile que du showrooming. Enfin, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Le fil d'argent est attribué à Audrey Bonnemaison, Sandrine Cadenat et Fanny Regnault. Et évidemment, il est facile de deviner que... Bien sûr, le prix d'or est attribué à Sandrine Alspan, Hélène Ellis et Lydie Bell. Bravo à tous. On va d'abord faire la photo, puis ensuite... Sinon, ils vont aller. Je vais dire trois mots d'abord pour naturellement vous féliciter pour ce prix extrêmement mérité. D'une manière générale, d'abord, vous remercier Valérie et toute l'équipe qui organise ces journées. J'avais prévu de rester, c'était promis. Vous avez remarqué que le président de la République s'est un peu occupé de sujets nous concernant depuis hier. Et donc, après avoir passé l'après-midi avec lui, la soirée sur des plateaux télé, malheureusement ça continue, et donc il faut que j'aille faire le téléphone sonne sur France Inter en direct à 19h. Donc, comme c'est à Paris, il faut que je revienne. Malheureusement, je ne peux pas rester. Je le regrette d'autant plus que vraiment quand je vois la qualité des trois présentations qui viennent d'être faites, leur côté concret,
Ce que j'ai écouté tout à l'heure en arrivant, vraiment, bravo, c'est superbe, c'est vraiment un travail et d'une manière générale, une manifestation vraiment de très haut niveau et je vous en félicite, ça monte de plus en plus et c'est formidable. Finalement, ce qui a été abordé à travers votre recherche et puis ce qui a été dit avant, c'est un triptyque qui est assez fondamental, hein, qui est celui du prix, celui du service et celui du désir, qui effectivement est le triptyque, on dirait maintenant d'ailleurs de plus en plus, notamment dans du côté alimentaire, que la notion de plaisir en tant que telle, qui est la grande notion aujourd'hui qui est de plus en plus fondamentale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'on avait des sujets de ou et des sujets de et. Et que finalement, aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question en termes de et. Dans votre recherche, on était un peu dans showroomer ou non showroomer. On voit à travers toutes les discussions qu'il y a eu hier après-midi dans le cadre des États généraux de l'alimentation, que le sujet fondamental que nous avons, c'est celui du et. Puisque, quand on regarde, par exemple, dans les sondages qui sont faits, le consommateur, il veut toujours du prix, mais il veut de la qualité en plus. Et puis, il veut du sens, et puis il veut plein de choses. Et naturellement, la combinaison de ce « et » n'est pas d'une facilité totale. En même temps que, et c'est la chance qu'on a, par exemple, dans l'alimentaire aujourd'hui, c'est qu'il y a la possibilité de combiner les deux. On voit bien quand il y a une valorisation du panier moyen de 2% par an, c'est bien qu'on arrive à combiner de la qualité et en même temps de la capacité à avoir un prix qui soit un prix non prédateur, pour reprendre ce qui était dit hier, juste, raisonnable. Et donc on a des éléments qui bougent. Et moi je dis toujours que même le consommateur, il achète du beurre premier prix pour faire la cuisine et il achète du beurre premium pour mettre sur sa tartine. Et qu'il n'y a pas d'incompatibilité totale entre les deux. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est comme ça que le problème se pose. Et je pense que pour les recherches suivantes, ça sera intéressant d'aller encore plus loin sur tous ces sujets. Je suis d'accord avec vous que les sujets produits bruns, les sujets produits alimentaires ne sont pas les mêmes, et c'est ça qui est intéressant. En même temps, on voit bien que ce consommateur complexe est de plus en plus intéressant à analyser à travers tous les éléments que nous avons, ne serait-ce que parce que le sujet du magasin physique par rapport au magasin virtuel est effectivement le sujet central, fondamental aujourd'hui, d'où la notion de service, d'où la notion de plaisir, d'où le fait qu'on revisite dans les magasins tout ça. Je crois que vous avez visité un certain nombre d'éléments de ce type-là. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, merci de contribuer, vous, les deux autres travaux de recherche, à cette connaissance, à cette meilleure connaissance, parce que c'est vraiment le sujet fondamental des études. Merci encore. Le prix FCD en tant que tel, qui va au-delà de ces merveilleux ensembles que vous avez. Et merci donc à Jacques Ressel qui a bien voulu remettre les prix. Et j'espère que vous reviendrez nous voir pour nous expliquer un peu les enjeux qu'il y a actuellement. Et donc vous allez discuter ce soir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci et puis merci aux membres qui ont choisi notre présentation pour notre travail de longue haleine. Voilà. Merci.